Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs, bonjour, vous écoutez Afrique FM et c'est votre rendez-vous économique de la semaine, Éco-Sahel, l'émission qui décortique pour vous l'économie africaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la foire commerciale intra-africaine mise en place par l'Union africaine dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Voilà une foire qui se tient jusqu'au 15 novembre au Caire. L'occasion pour nous de parler des échanges intra-africains avec l'équipe sur le plateau. Mahfoud Kaoubi, expert et analyste en économie. Bonjour Mahfoud Kaoubi et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et heureux d'être parmi vous. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bonjour Samuel et merci d'être là. Bonjour Abdelmalek. Et Mzoura Al-Hiani, chef d'entreprise aussi. Bonjour Mzoura Al-Hiani. Bonjour Malek. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi. On est en train de parler des échanges intra-africains. Le volume actuel des échanges commerciaux intra-africains est toujours aussi faible. Bien que en petite amélioration par rapport à l'année dernière, une amélioration toute petite a été constatée, donc on est pratiquement à 17%, 16-17% des volumes des échanges interafricains, qui, comme vous l'avez souligné, demeurent faibles et loin des objectifs et des espérances, aussi bien des objectifs tracés par les institutions africaines, l'Union africaine, les différentes institutions aussi, mais par rapport au potentiel qui existe, ce tout demeure toujours insuffisant pour assurer une dynamique en termes d'échange et en termes d'investissement interafricain aussi. Mais selon vous, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les principaux obstacles qui entravent ces échanges entre les pays africains? À mon sens, c'est la logique de comportement des acteurs qui demeure le principal frein au développement des échanges. Donc la plupart des économies africaines restent très archaïques dans leur organisation, dans leur fonctionnement. Et aussi, ce n'est pas des économies basées sur la compétition et l'excellence qui, in fine, nous donnent ces taux de croissance assez faibles. Les supports ont été améliorés, les aides ont été consenties, les orientations stratégiques, je dirais, qu'ils ont été assez abondantes. Maintenant, les échanges, c'est le produit de logique d'acteurs sur le terrain. Et le mode d'organisation actuel, les logiques de fonctionnement Tout à fait, oui. Sont bien en décalage par rapport aux logiques qui permettent donc un développement aussi bien des instruments que des volumes, que des investissements, que des échanges. Oui, juste pour ajouter sur ce que vous êtes en train de dire, il faut passer aussi sur le principe, il faut regarder la réalité en Afrique. Comment on va échanger alors qu'on ne produit pas? Et les infrastructures de production que nous avons, c'est des infrastructures qui sont là pour retirer les sources naturelles, pour les envoyer dans des pays où ils font la transformation. Comment tu veux échanger avec ton voisin alors que toi-même tu ne produis pas? Tu es capable de changer et de commercialiser avec ton prochain lorsque tu as une production et que tu cherches à ce que cette production-là qui est transformée, tu l'amènes ailleurs pour que les autres puissent en consommer. En Afrique, on a ces problèmes d'infrastructure qui est considérable parce que... Peut-être on peut dire que côté production, oui, ce n'est pas trop ça, mais l'agriculture, par exemple, qu'est-ce qu'on va transformer avec des légumes et des fruits? On peut parler sur l'agriculture. Par exemple, si on regarde l'agriculture, est-ce que c'est l'agriculture industrielle? Est-ce que c'est l'agriculture à grande échelle? Il faut parler de ça. On a des terres arables, c'est vrai. Mais si on regarde la production qui est là, est-ce que c'est industriel? Et non seulement ça. Est-ce qu'on a on avait parlé l'autre jour avec M. Kaoubi quand on parlait, par exemple, sur le Burundi en disant un projet concernant la conservation, etc., de certains produits pour que les produits ne puissent pas périr. Parce que si on parle des légumes, les produits alimentaires, c'est des produits qui périssent très rapidement. Est-ce qu'on a des moyens de conservation?
pour garder ces produits. Et si on arrive à conserver ces produits, on peut penser maintenant aux échanges en disant, ok, moi, par exemple, j'ai produit plus de pommes de terre, j'arrive à les conserver, je peux les transférer à mon voisin qui a aussi besoin de ce produit. Mais on n'est pas encore à ce stade-là. On regarde, on n'a pas d'infrastructure. Oui, tu peux produire, mais est-ce que tes produits, tu peux arriver à les conserver? Mais si on regarde les infrastructures qui sont en Afrique, dans certains pays en Afrique, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui sont là pour extraire les ressources naturelles. Et quand tu extrais tes ressources naturelles, tu es incapable de les transformer. Tu vas faire quoi? Si on regarde, on a parlé que le volume des échanges en Afrique, déjà l'année passée, c'était vers 15% des volumes d'échanges entre les pays africains. Mais actuellement, on a un peu augmenté, on est à 16%. On peut dire qu'on a un peu fait un pas vers l'avant. Mais la réalité est là. La réalité, c'est-à-dire que même si on a cette volonté, si on n'arrive pas à faire la transformation, la conservation, pour pouvoir échanger, ça va me servir à rien. Tu vas toujours essayer de les envoyer où les gens ont besoin de ça. Parce qu'en réalité, eux, ils ont des instructions, des infrastructures pour la transformation. Eux, ils ont besoin de ça. En Afrique, on n'a pas ça. Donc, on a encore une marge à faire parce que pour pouvoir commercialiser, pour pouvoir échanger, ces frais-là, c'est-à-dire que même si on a cette volonté, 50 pays africains ont signé des accords dans les zones de la zone africaine de libre-échange, mais il y a encore des conflits sur le côté où on regarde des infrastructures, on n'a pas. On n'a pas d'infrastructures de transformation, on n'a pas d'infrastructures de conservation pour pouvoir échanger avec nos frères. Mazouhouria, selon vous, quels sont les secteurs économiques qui profitent le plus aux échanges intra-africains? Samuel était en train de nous parler des secteurs, l'industrie, l'agriculture, mais selon vous, qu'est-ce qui véritablement profite à ces échanges? Je dirais que tous les secteurs profitent à ces échanges, que ce soit dans l'énergie, de l'agriculture, etc. À mon avis, tous les secteurs profitent à ces échanges commerciaux et c'est essentiel dans tous les secteurs pour assurer un développement économique durable. C'est important en Afrique. Donc aussi, les gouvernements africains doivent travailler main dans la main. On doit réduire les barrières tarifaires, on doit développer les infrastructures. Tout ça, on doit les prendre en compte pour un développement économique en Afrique. En parlant des gouvernements, Mahfoud Koubi, alors y a-t-il des accords commerciaux régionaux qui contribuent à stimuler les échanges en Afrique? Des accords, il y en a toujours eu d'ailleurs. Mais le problème est dans l'application peut-être. L'application, non, c'est l'économie ne se crée pas par le haut, elle se façonne par le bas. Et c'est des logiques de marché, les logiques des acteurs qui devraient aboutir à une architecture juridique, légale, institutionnelle. C'est comme ça que les choses se sont faites partout au monde. À la différence de ce que la réalité, à ce que l'infrastructure économique a créé comme suprastructure institutionnelle et juridique dans les pays développés, nous, Africains, on veut s'inspirer de ces expériences, de cette réalité, mais le processus est différent. C'est qu'on veut créer, il y a une réalité, il y a une dose de volontarisme important. Donc on met les outils juridiques, on met les institutions, on cherche des financements, mais dans notre processus, on oublie l'importance qu'est la réalité. Souvent, c'est des élites bureaucratiques qui ont leur propre logique pour dessiner cette architecture de transformation. Mais l'architecture n'est pas à elle seule capable de transformer la réalité. Il faut mettre de la volonté, des moyens, et surtout agir sur les véritables déterminants qui sont les hommes et les femmes, qui sont les entreprises, qui sont les acteurs. Oui. Samuel le disait si bien. Opérateur économique. Je vais un petit peu conceptualiser d'une manière assez simple ce que disait justement Samuel. Là, on est en face d'un processus. Les échanges viennent en output du processus, à la fin du processus. On échange. On échange quoi, tout d'abord? On échange des matières premières. Oui. On échange des produits finis. Mais la boîte noire dans tout cela, c'est la fabrication et la transformation, c'est la production. Il mais disait peut-être, si bien. Mahfoud Koubi, le problème n'est pas certainement, oui, qu'il y a un problème de production, mais
quelques pays, dans certains pays, les produits à échanger existent. Et on n'arrive pas à les échanger, on n'arrive pas à les exporter. On va prendre des exemples. Hein? On va prendre du cacao. Quels sont les pays qui produisent du cacao en Afrique? Le Togo, Côte d'Ivoire. Alors, le Togo aussi. les entreprises qui transforment le cacao en chocolat, est-ce qu'on a... Voilà, donnez-moi une grande firme qui fait, mais qui là, est présente sur les marchés. Vous choisissez, oui. En prenant des choses... L'agroalimentaire, c'est un secteur, oui. On va prendre le pétrole. Oui. Allez. Alors, quand on parle de chiffres, si on veut augmenter les chiffres, Encore, il y a un problème dans tout ce qui est transport maritime. Hein. Non, avant de prendre... Le transport, c'est un support. Ouais. Le transport, c'est une fonction de support qui vient faciliter. Moi, je suis entièrement d'accord entre individus et particuliers. Le transport est important. Ouais. Il est important. Mais si on a cette logique de développement des territoires par l'investissement, c'est des unités de fabrication et des moyens de transport, donc des corridors. Allez, il y a une transsaharienne qui relie l'Algérie au Mali, oui, et qui va jusqu'à Abuja, qui va jusqu'au Nigeria. Oui. On a la même artère qui va irriguer l'est de l'Afrique, du Caire jusqu'en Afrique du Sud. Mais autour de cela, il faut que les corridors soient dynamiques, que les mentalités changent, que la liberté s'installe, que la sécurité soit réunie, que la vision soit homogène, que la stratégie soit ficelée. Et ficelée dans un niveau opérationnel qui vise à transformer les réalités. Maintenant, si on reste dans notre bulle, qui est celle d'imaginer les transformations, on a d'excellentes réflexions, oui, on a d'excellents plans, oui, de transformation. Mais l'excellence d'un plan de transformation ne vaut que par sa capacité de transformer les choses. Exactement. Et par rapport aux résultats qu'il crée sur le terrain. Et là, donc, si on reste dans cette instabilité, c'est le problème sempiternel des échanges en Afrique, c'est bien la production, la transformation. Ah oui. Samuel Akizimana, vous êtes d'accord avec Mahfoud Kaoubi? Oui, je pense que chaque acteur en Afrique est d'accord avec ça parce que c'est une réalité qui est là et on le voit. Et aussi parce que il n'y a pas si longtemps, on avait discuté sur un sujet aussi, quand on avait aussi parlé sur les moyens de paiement en Afrique. Vous savez, les modes de paiement, les moyens de paiement. Vous savez une chose, tu ne peux pas faire confiance à une personne que tu ne connais pas. Il faut être sincère. En tant qu'acteur en Afrique, on ne se connaît pas. C'est-à-dire que moi, si je vais commercialiser, moi, j'ai besoin en quelque sorte d'avoir cette sécurité. Parce que quand on parle de la commercialisation et surtout des échanges internationaux, oui, on parle en termes de devises. Et quand on parle en termes de devises, c'est des sommes inconsidérables. Et maintenant, regardez sur les différents moyens de paiement qui sont mis en place en Afrique. Il y a certains pays où le côté bancaire est un peu, je peux dire... Par exemple, on peut vous parler des modalités de paiement. On peut citer l'Algérie qui a entrepris cette action d'ouvrir des banques dans des pays africains, en Mauritanie, au Sénégal, et bientôt, BA, oui, et bientôt en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une technique que d'autres pays doivent aussi entreprendre ou... Je dirais qu'ils doivent aussi penser à plus de collaboration interbancaire. C'est-à-dire que ouvrir des banques, c'est l'une des étapes, mais il faut aussi regarder de collaborer avec des banques qui sont destinées à certains pays. Par exemple, ça serait intéressant de voir une banque algérienne qui coopère avec une banque une banque sud-africaine. Dans le sens, il y a des rapports directs. Ça serait encore très intéressant. Bon, mais l'Exim Bank devait faciliter cette opération. Que ce soit dans le domaine de l'intermédiation bancaire, que ce soit dans le domaine des paiements, donc que ce soit à l'étranger, donc les systèmes de compensation. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est 16 États, 16 banques d'émission qui ont adhéré, avec des volumes très faibles, bien qu'en progression. On espère que, pour rester très positif, on espère que ça évoluera dans le temps. Mais, encore une fois, la dynamique économique. Avant, je vais vous donner un petit exemple. Quand les flux de marchandises et la route entre le Mali et le port de Béjaïa étaient florissants,
les moyens de paiement ne posaient pas de problème, Samuel. Et l'instrument de paiement, c'était du sel, c'était du troc. Ouais. Pour vous dire que quand il y a une dynamique, il y a toujours des solutions. Ça crée des solutions. Il y a toujours des solutions. Donc c'est la logique de l'œuf et de la poule. Maintenant, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est que la fonction crée l'organe. Nous, on veut inverser les choses. On veut que l'organe crée la fonction. Ça peut se faire, oui, mais il faut aller dans la logique des choses. Il faut rester dans la logique des choses. Vous comprenez aussi, Mahfoud Kaoubi, qu'il y a des exportateurs en Afrique qui veulent exporter leur produit qui est prêt, c'est des produits prêts, et qui n'arrivent pas à l'exporter parce qu'il n'y a pas une assise bancaire, il n'y a pas une assistance, et on peut tous être d'accord sur cette question que les banques ont un rôle crucial dans la promotion des exportations. C'est important, c'est un élément dans l'encadrement, de la logistique et l'accompagnement qui est important. Mais on ne va pas créer une banque dans chaque pays pour faciliter les choses. Je vous donne un petit exemple. Les Chinois sont le premier exportateur vers l'Algérie. Est-ce qu'il y a une banque chinoise en Algérie? Je pose la question. Donc, le paradigme, c'est important. Maintenant, ce que vous dites est juste. Il faut du support, il faut des banques. L'environnement n'est pas le même. Mais il ne faut pas réfléchir, il faut sortir du carré dans lequel on s'est mis, et c'est de trouver des justificatifs à notre échec. Là, on a besoin de motivation, d'aller travailler, de se casser la figure, je m'excuse pour le terme, et puis de gagner d'autres fois. On ne peut pas réussir si on ne goûte pas à l'échec. C'est aussi simple. En fait, on peut dire aussi, ce qui fait peur en Afrique, c'est l'échec. En fait, on dirait on a tellement... Donc on n'a pas la mentalité de gagneur. Alors que c'est cette mentalité qui doit changer, parce qu'il faut se casser la figure. Il faut se casser la figure parce que c'est un nouveau marché. Quand on parle de nouveau marché, c'est un nouveau marché. Tu ne peux pas amener des principes établis ailleurs. C'est un nouveau marché. Tu dois te casser la figure. Et en te cassant la figure, tu vas te réparer, tu vas avancer. C'est ça. Il doit y avoir des actions concrètes. Effectivement, c'est aussi question de volonté. Même pour les projets d'infrastructure... si je me permets à dire ça, dans certains gouvernements, il n'y a pas vraiment de projet d'infrastructure. Sinon, l'argent, c'est pas un problème. On peut augmenter les recettes fiscales pour les gouvernements pour qu'il y ait plus d'argent ou de partenariats publics-privés, etc. Mais il n'y a pas vraiment de projet d'infrastructure. D'accord, donc selon vous, s'il y avait une connectivité infrastructurelle, cela va influencer les échanges commerciaux? Oui, effectivement. Il faut aussi la volonté des acteurs et des gouvernements. D'accord. Donc je reviens sur cet événement cité au début, c'est la foire commerciale intra-africaine mise en place par l'Union africaine en Égypte. Alors avec la participation de 57 pays, une forte participation du continent africain. Mahfoud Kaoubi, un tel événement, est-ce qu'il pourrait relancer, redynamiser les échanges intra-africains? Oui, c'est les logiques de support qui sont importantes. Donc, une foire, c'est un rendez-vous important qui permettra aux gens de se connaître. Maintenant, c'est le lendemain qui est important. Le lendemain qui est important, c'est d'évaluer ces manifestants à travers les accords qui sont tissés, à travers les investissements les accords qui ont été au cours ou après l'événement, qui ont été matérialisés sur le terrain. Oui. Donc c'est bien d'évaluer les manifestations par rapport au nombre de participants, mais c'est une approche quantitative qui a ses limites. Le plus important, c'est en termes d'output, d'avenir. L'objectif d'une foire, c'est quoi? C'est de transformer, d'augmenter les volumes, de multiplier les jointures, les mariages, c'est ça. Donc, si on fait beaucoup de fêtes, alors que c'est pour ça, moi je dirais, en Afrique, c'est cette mentalité qu'on doit changer, parce qu'à chaque fois, il y a des grands sommets, on regarde surtout sur la quantité, on s'est dit 54, 57 pays ont participé, mais on veut voir l'après, parce qu'on est fatigué en Afrique de voir à chaque fois, il y a des grandes manifestations pareilles, mais les résultats, on veut voir les résultats. Ça fait des années, on voit, c'est bien. On voit la volonté qui est là, mais on veut voir le résultat. Samuel recherche un résultat instantané. C'est pas un instantané. Non, c'est-à-dire que j'adhère à sa vision. Oui. Pas instantané. Ce qui nous manque, c'est la vision, elle est bonne. L'approche est mauvaise. Exactement. Une approche pragmatique qu'on prenne le temps de mûrir les choses et de les mettre en œuvre. C'est ça la chose la plus importante. On est sur la précipitation et sur l'immédiat. Et c'est cet immédiat qui nous a
joué un mauvais tour. Donc on est là, on est très content, on est très heureux. D'ailleurs, c'est une des faiblesses des Africains. On est trop sentimental, on s'emporte rapidement, mais on doit changer notre paradigme par rapport à cela. Et je suis certain qu'on a les moyens de réussir. Alors, j'imagine aussi que la pandémie de la Covid-19 a aussi impacté les échanges intra-africains, non, Mahfoud Kaoubi ? Oui, bon, ça a impacté sérieusement, dans la mesure où le déplacement était difficilement réalisable. Mais entre-temps, le monde est revenu à une autre dynamique. Est-ce que, c'est ça qui est important, est-ce qu'en Afrique, la reprise a été au même niveau que les autres régions ? Donc, c'est ça ce qui est important. Donc, cette logique de victimisation et de justification, ça nous joue énormément de tours. Le plus important, c'est de revenir rapidement. L'échec, le Covid, c'est un événement qui a paralysé pratiquement le monde. Mais sa capacité de reprendre le travail rapidement, de reprendre... L'Inde, par exemple, allez, on va prendre l'Inde. Oui. Réalise 12% de croissance. C'est important. L'embargo occidental sur le pétrole et le gaz russe, qui en a profité, donc voilà, ce transit. Et c'est cet opportunisme, cette dose d'opportunisme, de réactivité et d'efficacité qui nous manque. Et c'est les trois déterminants en matière de réussite, de transformation de l'infrastructure économique. Autre chose qui pourrait aussi déranger les échanges intra-africains, enfin, qui pourrait représenter une embûche à ces échanges, c'est peut-être la différence entre les réglementations entre pays et pays. Donc, pensez-vous que, par exemple, ça pourrait, par exemple, baisser les échanges intra-africains entre pays et pays, la réglementation ? On peut dire qu'on doit adapter nos réglementations avec ce qui est en cours. C'est-à-dire que c'est d'où l'importance de ces différents sommets, etc. Je pense que c'est d'où l'importance. Pourquoi ils doivent se mettre d'accord ? Il doit y avoir des accords pour régler ces différents problèmes qui sont là. C'est-à-dire que oui, ça peut freiner. Mais c'est là où on a dit c'est casser la figure, ça peut freiner, c'est casser la figure. Mais je pense que c'est le rôle du gouvernement d'établir des rapports et des partenariats qui vont permettre à ces barrières qui sont là. En parlant de réglementation commerciale, c'est là où on comprend le véritable rôle que peuvent jouer les organisations régionales africaines, comme la CEDEAO. Par exemple, la promotion des exportations. Je vais parler, par exemple, sur un projet qui est là en Afrique de l'Est, qui est là. C'est-à-dire qu'ils ont établi un projet. Et ce projet-là, vous avez parlé sur certains côtés réglementation. Ils sont en train d'établir la banque commune de l'Est African Community, qui sera peut-être opérationnelle d'ici 2024. Si vous regardez, c'est-à-dire que lorsque les différentes nations se mettent ensemble, ils commencent à régler parce qu'il y aura toujours des différences. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes besoins, etc. Mais lorsqu'on se met d'accord et qu'on a cette union, cette unicité qui est là, on va pouvoir mettre des règlements qui vont arranger tout le monde. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de collaborer, de voir qu'il y a certaines différences. C'est là où ça revient en disant, il faut se casser la figure en disant, ok, moi et mon confrère, on n'a pas la même réglementation. Mais à travers ça, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour faciliter à ce qu'il y ait ces rapports entre les différentes nations? D'où l'importance des différents gouvernements, d'où l'importance des différentes organisations internationales et ces grands sommets qui sont organisés avec 57 pays, comme on a pu le dire, avec cette joie en Afrique, etc. C'est-à-dire que c'est à travers ça qu'il doit y avoir des solutions, qu'il doivent naître des solutions. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Samuel est en train de dire. Et d'ailleurs, il y a aussi un problème, c'est qu'on se connaît pas on connaît pas les marchés africains. On se connaît pas entre nous. Donc déjà avant de commencer à faire un échange commercial avec un autre pays étranger, il faut d'abord commencer par étudier son marché et le connaître très bien. Donc ça, c'est déjà, ça constitue. D'où peut-être l'utilité de ce genre d'événement. Exactement. Ouais. Et après ce genre d'événement, après une discussion, il faut passer à l'action. Donc comme il a dit, il faut des partenariats après ça. Entre 54 gouvernements qui sont présents, il faut discuter et trouver des solutions et puis les mettre en œuvre et les mettre en place directement. Passer à l'action et mettre en œuvre toutes les directives. Alors, Mahfoud Kaoubi, quelles sont les perspectives, selon vous, d'avenir pour renforcer les liens économiques entre les nations africaines ? Bon, dans l'absolu, les perspectives sont prometteuses. Maintenant, ça dépend surtout de l'approche qu'on devrait avoir par rapport à cette intégration.
la zone interafricaine, la zone d'échanges commerciaux et économiques étant la ZLECAf, est en route. Cette question d'homogénéisation des réglementations est en train d'avancer sérieusement. La numérisation des processus est aussi en train d'avancer sérieusement. Maintenant, il faut faire bouger la grande partie qui sera déterminante, qui est la sphère économique. Celle de la production, celle des personnes, celle des entreprises, celle des hommes et des femmes, qui devraient être plus agressives, plus dynamiques. Il y a une électrification à faire, il y a un acheminement de gaz qu'il faudra faire rapidement, il y a des infrastructures à construire, mais il y a surtout un homme qu'il faudra et une femme qu'il faudra libérer pour qu'ils soient plus entreprenants, plus créateurs de richesses et non pas attentifs, restant dans ces logiques de victimes par rapport à un Occident de plus en plus impitoyable. Alors, travailler davantage, être dynamique pour rebooster les échanges intra-africains, madame, monsieur. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Éco-Sahel. Merci à mes invités d'avoir répondu à mes questions et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi Éco-Sahel. Restez branchés sur les ondes de notre radio FRI FM, la voix africaine.